Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du Satis. Honoré de recevoir François Hans qui est à mes côtés. Bonjour François. Bonjour François, bonjour à tous. Alors pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, je vous propose qu'on regarde un court film de ton travail. Elle a vraiment le corps d'une femme. Les fesses, les mollets, tout. Et moi de la présenter. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. On peut craindre toutes les erreurs, toutes les injustices. Suivant. C'est par là. L'échappée belle. Je me suis dit qu'un jour, moi aussi, je serais artiste. Ouvrir des portes sur des instants de joie, de rencontre. De fantaisie et d'originalité. Quel aveu! Nous nous trouvons devant une situation inextricable. J'ai comme un océan en moi. On s'est aimé. Très très fort. C'est comme un voile qui me protège. Et jure tous les matins qu'on sera heureux. Et tout le temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Frappe! Ah putain, vous cassez le tempo! C'était cool, non? C'était être dans le rêve. C'était être quelqu'un d'autre, tout en restant soi-même. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Ça t'a plu? Très bien. C'était un beau voyage. C'est classe de finir comme ça. Ce sera un clap de fin. C'est fini, je m'excuse d'avoir si longtemps retenu votre attention. Waouh, 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 waouh. Des applaudissements dans la salle pour ceux qui... Merci pour François et ses Merci. équipes. Merci à toi. Pour ceux qui nous suivent en ligne, merci d'être si nombreux ici. François, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Alors, j'ai trouvé cette vidéo assez émouvante puisqu'elle a quand même quelques années et depuis certains des artistes sont en plus décédés. Un petit retour en arrière sur ton début de carrière et peut-être tu vois un petit flashback pour que les gens qui ne connaîtraient pas forcément, tu vois, comprennent d'où tu viens et comment tu as commencé. J'ai toujours voulu faire du cinéma depuis toujours, et c'est vrai que, étant un peu autodidacte et n'ayant pas eu tous les bagages scolaires, je suis arrivé vraiment en me disant je vais faire une école que j'ai pas pu faire. À l'époque, c'était l'IDEC, qui est aujourd'hui la FEMIS, on va dire. Et en fait, j'ai pratiqué très vite les plateaux comme assistant réalisateur, et j'ai adoré vraiment faire ce travail pendant des années, où j'ai pu accompagner en plus des réalisateurs avec qui j'ai vraiment noué une relation, une proximité. Et j'adorais ce travail d'assistant réalisateur. Et de toute façon, j'avais quand même l'idée de mon côté de vouloir aussi réaliser à mon compte. Et c'est aussi comme ça que je me suis lancé dans la production de mon propre court-métrage très vite. Et donc j'ai pu à la fois explorer la réalisation dans des domaines de clips, d'institutionnels, de pubs, de longs métrages aussi. Donc ton début de carrière, alors, puisqu'on fait un petit focus sur les concerts, et tu as une de tes spécialités qui est le tournage de spectacles vivants. Vous tourniez comment à l'époque ? Pellicule. On a commencé vraiment le premier concert avec Mylène Farmer, c'était en 89 et c'était du 16 mm. On a vraiment démarré et on a au fil du temps
trouver toutes les techniques possibles. On a travaillé en Super 16 et ensuite on a amené le HD. À l'époque, c'était sur le Stade de France en 2008. Et aujourd'hui, on est vraiment sur des techniques natives 4K. Voilà, donc on Alors- suit un petit peu le format, quoi. On l'accompagne. Donc 2008, c'est ton premier tournage en numérique? 2008, oui, c'était vraiment le premier film en HD qu'on a pu réaliser, ouais, absolument. On sortait du dernier qui était le 2006, où on avait vraiment travaillé le tournage et la post-production en Super 16. Et avec, à l'époque, c'était la Kodak Vision avec tout un système de post-prod également. Mais ensuite, on a évolué vraiment sur la HD, quoi. Alors pour les gens qui seraient néophytes comme moi, donc on comprenne bien, vous tournez lors de plusieurs concerts avec des positions de caméra différentes et ensuite tu fais un gros montage. Est-ce que c'est bien ça en 2 mots? En 2 mots, oui, mais après, il n'y a pas de règle. En fait, à chaque fois, on essaie surtout, moi j'essaie surtout, et ça s'adapte avant tout aux scénographies, aux salles, au stade. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Pour moi, je remets tout à zéro. C'est ce que je dis toujours aux équipes avec lesquelles on travaille. Et c'est la réalité. Parce que l'idée, de toute façon, c'est d'envisager ça comme une captation plus, dans le sens où j'aime pas le terme captation, mais pour moi, c'est vraiment, je l'envisage comme un film. Aussi bien dans l'accompagnement déjà éponge, travailler sur les ultimes préparations avant le tournage. J'aime pas arriver en tournant en me disant voilà, il y a une manière de faire. Ça, d'autres le font et je prétends pas qu'il y a une bonne et une mauvaise manière. Mais moi, j'aime bien m'imprégner et accompagner les artistes et, si possible, le plus possible, faire une sorte de prévisualisation et de sentir les scénographies, les tableaux et de ne pas intervenir forcément avec des intrusions de lumière et de dispositifs. Donc j'aime bien l'idée de tourner sur plusieurs représentations. Donc c'est important pour moi aussi de faire à minima 2, 3 sur les concerts de Mylène. Il nous est arrivé de tourner sur plusieurs concerts. Alors, pour qu'on se donne un tout petit peu de contexte, parce que ça a énormément évolué tout au long de ta carrière et des différentes captations et des différents films que tu as réalisés. En 89, est-ce que tu as souvenir de combien de sources vous aviez? Combien de caméras films? Parce que ça va intéresser les personnes dans le public. Le premier concert filmé, c'était au Forest National, je me souviens. Et on avait surtout, j'avais amené l'idée, enfin, qui était pour moi indispensable, de tourner aussi sans public. C'est-à-dire d'avoir des proximités de scènes, de scénographie, d'artistes, de rentrer vraiment dans le barnum avec les artistes, les danseurs, et d'avoir des proximités de caméra qu'on ne peut pas avoir en public. Parce que j'aime bien aussi l'idée que le public ne soit pas affecté par une caméra, une technique. On a toujours quelque chose qui fait que ça peut être une nuisance. Une grue, par exemple, un praticable peut être une nuisance. Donc on essaie aussi de conforter le promoteur, le producteur et le public, parce que le public est une source indispensable dans la réalisation. On a besoin du public aussi à l'image, de sentir la salle. Donc moi j'aimais bien l'idée sur le Forest National d'avoir un dispositif qui soit déjà de plusieurs concerts et de rentrer dans une scénographie millimétrée pour qu'au montage on puisse avoir une restitution fluide, puisqu'on passe aussi bien derrière, devant, sur scène, et d'avoir cette espèce de magie opératique que seul le montage peut nous donner, quoi. Je me posais la question, est-ce que toi tu as un regret de cette époque film? Ou c'est pour toi le monde de la vidéo et du digital, et peut-être demain du smartphone, j'en sais rien. Est-ce que pour toi c'est un réel confort, ça a été un réel plus, ou tu es encore un peu un nostalgique de cette époque-là? Non, en tout cas, je ne pense pas que le format et la technique conditionnent quoi que ce soit pour moi, parce que de toute façon, j'adorerais l'idée demain de travailler à la limite avec des iPhones ou peu importe. Et d'ailleurs, la multiplicité des techniques sur les films que nous avons réalisés jusqu'à présent, elle est réelle. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec des Alexa 35, mais mêler aussi de la GoPro, de travailler avec de la FX9 ou peu importe. L'idée, c'est que le film, bien sûr, après, on peut avoir une nostalgie sur un traitement argentique, la matière, la chimie de l'image. Mais aujourd'hui, je trouve qu'avec l'achèvement, le HDR, le Dolby Vision, on a pu aussi tendre à cette esthétique cinématographique vers laquelle, de toute façon, on concourt à chaque fois, quoi. Écoute, tu mentionnais des noms de dispositifs de captation. Je te propose qu'on regarde une première courte vidéo. Tu as eu la gentillesse de partager avec nous. Alors, regardez bien, ça dure 15 secondes. Regardez le dispositif de tournage. C'était sur le dernier concert, hein. C'était à Lyon.
avec l'équipement principal. Donc ce sont des Alexa 35. Et on avait, dans la forme la plus complète, on avait jusqu'à 18 caméras, donc sur 2 soirs intenses. Et après, on a retourné par ailleurs. Mais là, c'est la formation la plus importante, quoi. Et très, très impressionnant. Donc ça, on le retrouverait sur des tournages long métrage, en se disant qu'il y a beaucoup de tournages long métrage, on n'a pas le luxe de cet équipement-là non plus. Donc là, vous avez mis la barre très très haut. Et tu me soufflais, quand on préparait ce matin, que vous aviez vidé les stocks de tous les loueurs. Il faut de toute façon effectivement récupérer ce qu'il y a. Mais après, il y a de l'Alexa 35, il y a de la mini Alexa, il y a toutes sortes de formats. Le problème, c'est l'échelle du stade qui conditionne aussi. Parce que quand vous avez un stade avec un proscénium, il y a forcément une implantation qui se met d'elle-même en place, quoi, pour avoir la nécessité déjà de suivre, de raconter l'histoire du spectacle, les implantations de l'artiste au centre, fond de scène. Donc déjà, vous êtes obligé d'avoir une sorte d'inflation comme ça qui semble importante, mais c'est finalement, avec 18 caméras, vous êtes déjà presque juste si vous voulez être opérationnel sur la restitution du stade, de ce que le public doit vivre, de ce qui se raconte sur scène, les chorégraphies, l'intimité. Donc vous savez, 18 caméras, finalement on court après encore peut-être 2-3 caméras qu'on aurait voulu rajouter. Mais bon, on a eu des dispositifs aussi exceptionnels, des cable cam, des dispositifs à chaque fois innovants et qui s'adaptent au lieu. Parce que le stade, c'est pas l'Olympia, c'est pas Bercy. Donc on est obligé un petit peu de resetter nos approches, quoi, aux uns et aux autres. Donc, même chose quand on préparait, tu me disais qu'au fur et à mesure que les technologies se présentaient à toi, tu saisissais l'opportunité. Exemple, mettre un cable cam ou une spider cam tel qu'on le voit sur les matchs de foot ou de rugby. Donc tu utilises ça pour la première fois en 2008, c'est bien ça, François? Absolument, j'avais rencontré un spécialiste à l'époque du cable cam et qui en fait le pratiquait au Stade de France et j'avais pu le rencontrer. Il était en train de filmer un match de rugby et de toute façon la transversale d'un stade, quoi de mieux que d'être vraiment l'oiseau qui vole comme ça au-dessus d'une fosse avec public, scène. C'est vraiment l'outil génial, quoi, qui ensuite a évolué puisqu'aujourd'hui il y a de la X-Fly verticale, il y a le X-Fly transversal. Enfin bon, on a beaucoup d'outils aujourd'hui et il y a le drone tout simplement qui aujourd'hui, même si c'est difficile d'utiliser le drone dans les espaces publics avec des normes de sécurité, mais c'est vrai que le drone offre quand même aujourd'hui des points de vue totalement inédits et on en voit aujourd'hui toute l'exploitation qui est faite sur les plateformes et les films aujourd'hui qui ont quand même le recours à cet outil. Et j'ai souvenir sur ton film Nevermore, sur cette tournée, d'un magnifique coucher de soleil au-dessus du stade avec le drone. Enfin, il y a des images incroyables. Ah, c'est des plans, c'est des cadeaux, ça, c'est des cadeaux du ciel, c'est sûr. Ouais. Bon, très très bien. Ce que je vais proposer, c'est qu'on prenne la première question dans le public. Si vous avez des questions plutôt sur la partie captation, parce qu'on va parler ensuite de la suite. Donc là, on parlait des moyens de captation. J'aimerais qu'on fasse un focus sur la préparation parce que je pense que c'est aussi un gros morceau. Et on en parlait, tu as insisté sur cette partie-là. Ensuite, on parlera de la post-production, donc le montage, et également le mastering, puisque tu as la chance d'avoir finalement tes films qui sortent au cinéma. Tes films de concert qui sortent au cinéma. Est-ce qu'il y a une question plutôt sur la captation, messieurs, dames, les moyens techniques utilisés? Il y a une question au deuxième rang. Oui, bonjour. Bonjour. Pour votre dernier film au Stade de France, si je me souviens bien, il y avait 2 cable cam qui se croisaient dans la fosse, il me semble. Comment on fait pour gérer ce genre de choses ? Alors, on avait, en tout cas, les cable cam répondent elles aussi à des normes de sécurité. Donc, de toute façon, les axes sont préfigurés. Il y a vraiment des simulations en 3D. Et de toute façon, vous avez des commissions qui confortent l'implantation. Mais je ne suis pas sûr. Sur le concert de Mylène, il y avait un dispositif qui avait évolué sur les 2 soirs. En fait, c'est l'implantation qui avait évolué. Mais à l'époque, dans le regroupement des techniques, je pense qu'on l'avait fait décaler sur les 2 soirs. Par contre, sur Lyon, au Stadium lyonnais, on avait une série de trajectoires qui étaient effectivement, qui semblaient conflictuelles, mais on était obligé. Mais c'est l'avantage du X-Fly vertical, d'une transversale, d'une horizontale. Enfin, on vous fait
part de toutes ces conditions de sécurité, mais on arrive aujourd'hui à vraiment faire évoluer les dispositifs, en tout cas. Voilà. Je voulais parler de Lyon, excusez-moi. Je vous entends pas, excusez-moi. Je voulais parler de Lyon, excusez-moi. Oui. C'était pas le Stade de France, c'était bien Lyon. Lyon, effectivement, en tout cas, là, on a eu jusqu'à 4 X-Fly avec des implantations qui n'avaient jamais été faites jusqu'à présent, parce que le prestataire lui-même, c'était une première pour lui, en tout cas. Et alors, pardonne-moi, je vais faire mon empêcheur de tourner en rond. Ça, ce sont des dispositifs qu'on trouve dans le sport. On est à des années-lumière de l'univers d'une Mylène Farmer, par exemple, tournée par François Hans. Qu'est-ce qui se passe? Tu mets des têtes de caméra sur ces machins qui font que tu as un look and feel cinéma? Comment... Alors l'idée, c'est effectivement d'avoir des prévisualisations. Donc les cadres sont totalement appréhendés, prédécoupés aussi par rapport à un tableau. Donc il y a des cues, c'est-à-dire il y a des points de départ, il y a des focales. Donc il y a un jeu vraiment de prévisualisation qui est très important, parce que sinon c'est vraiment vous rentrez dans une espèce de filage comme ça, de permanence, qui est payante, mais qui est somme toute va être intégrée 3-4 fois dans un montage. Non, l'idée c'est d'arriver à vraiment faire le focus de la dramaturgie. Et si par exemple c'est le proscénium central avec l'artiste et le piano, là vous allez avoir intérêt à mettre le X-Fly dans une position de départ avec un point d'arrivée, de chute, une sorte de hauteur prévisualisée. Donc l'idée, c'est de faire, non pas le malin en se disant que tout est écrit et storyboardé, parce que ça reste du spectacle vivant, mais de donner déjà un peu une écriture. Et c'est là où c'est important d'avoir une préparation et d'avoir la possibilité d'assister à des répétitions, à des filages qui vont vous donner justement la possibilité d'être vraiment libre déjà de pouvoir rêver votre film. Et c'est le plus important pour moi, parce que finalement le tournage, vous arrivez, il y a une immédiateté, mais c'est très, très court finalement le temps du tournage dans le process d'un film. Moi je valorise énormément tant que possible alors la chance avec une artiste comme Mylène, c'est que c'est vrai qu'on l'envisage dès le départ comme le film, mais de toute façon la préparation est vraiment vous vous mettez dans la salle, vous regardez, vous accompagnez, vous allez sur le plateau, vous sentez les axes, vous reniflez un petit peu déjà tout ça, le rythme, et puis la sensibilité que vous allez apporter, parce que c'est les points de caméra. Une caméra, le prix d'une place de caméra, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire qu'à quelques mètres près, vous n'avez pas le même focus, la même restitution. Pour aller un peu dans le détail, j'imagine que ce que tu fais à très grande échelle est applicable aussi sur des plus petites productions. Mais pour en revenir à la question de cette personne sur la Spider Cam et ces caméras dans les stades, donc ce que tu veux dire, c'est que tu as une préparation, on va dire au time code près, des mouvements de caméra pendant l'ensemble des 2 heures de concert? Alors, on donne effectivement un prédécoupage, même pour la caméra qui est surpraticable, qui semble être celle qui est dédiée à l'artiste en plan large, en plan américain, en plan serré. L'idée, c'est de faire déjà une sorte de configuration, une écriture du découpage, parce que tout va très vite dans un spectacle. Donc il faut quand même donner, et c'est le travail aussi de la script, le travail des opérateurs, c'est aussi donner un petit peu comment dire, des critères objectifs Approche bien ton micro. des critères objectifs de cadre. Donc oui, le prédécoupage est indispensable. Après, vous avez effectivement sur des spectacles où vous avez énormément de scénographie, d'écran, de jeux de lumière, d'effets spéciaux. Vous avez aussi un timecode avec lequel vous avez quand même la chance de pouvoir, même si c'est du live, vous avez quand même des indications qui, elles, vous donnent aussi la maîtrise un petit peu de vos dispositifs de mise en image, de réalisation. Et alors, je ne sais pas si je suis clair. Je pense que tu es parfaitement clair. Moi, ce qui me rend totalement dingue, alors déjà l'échelle est incroyable. Donc tu parles d'une captation en direct avec 18 caméras. Ça veut dire en direct, dans les conditions du dans direct. Les conditions du direct. Puisqu'après tout est vraiment digéré. Il faut savoir que sur les films, par exemple le dernier, on était à plus de 45 timelines, 45 restitutions, 45 caméras d'une certaine manière qui avaient le filmé, donc le spectacle. Donc après, c'est vraiment le travail du montage parmi tous ces rushs. Donc c'est un travail d'accompagnement après dans la post-production. Donc juste peut-être pour conclure sur cette partie préparation, donc là tu es en train de nous dire que tu as
pour chacune des 45 prises, on va dire, ou 45 sources, tu as scripté 2 heures de plan, Il le de faut. position, de Bien zoom, sûr. de valeur de... Il faut à la fois répondre aux problèmes de sécurité, de positionnement possible, parce qu'on n'a pas forcément toutes les places rêvées possibles dans un stade ou dans une salle, même une salle privée, enfin peu importe la salle, mais il faut toujours répondre à des conditions d'exigence du régisseur de la salle qui en général vous dit bah non, tu te mets là et puis tu peux pas te mettre là. Donc ça aussi c'est le combat et c'est pour ça que les préparations doivent être vraiment une arme pour nous les réalisateurs, parce que je pense que arriver sinon la veille pour le lendemain, ça c'est difficile quoi. Donc il faut un peu rêver la chose, l'ambitionner, et puis c'est au forceps, hein. Des fois ça se gagne à quelques mètres près, donc voilà. Mais oui, il faut de toute façon que chacune des caméras soit vraiment tracée sur la timeline du spectacle, qu'on se dise que cette caméra-là va répondre à cette nécessité de cadre ou que vous rêvez d'avoir ce moment-là. Voilà, c'est des événements, c'est des concentrations, c'est des émotions. Et après, il faut le raconter aussi, parce que c'est le montage. Hein. Bon, écoute, j'ai une belle expression qui va te plaire. Un jour, un grand professionnel m'avait dit « Qui oublie de se prépare à être oublié ». C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Alors, je vous propose qu'on regarde un deuxième petit film. Mais juste avant, on peut peut-être prendre une question qui est au fond de la salle. Il y a pas mal de questions, c'est très bien. Merci. Vous êtes déplacés. Et on prendra une autre question juste après. Bonjour. Bonjour. Vous réalisez des captations, mais vous réalisez aussi des fictions. Je voulais savoir, avec les moyens technologiques que vous avez aujourd'hui, avec toutes ces caméras et leur emploi différent, à quel point vous vous autorisez de rajouter, pas forcément des passages de fiction, mais des passages que le public ne verra pas et des choses qui ne seront que dans l'objet captation. Je pense à des intros, je pense à des interludes, des passages. À quel point vous pouvez vous autoriser ça et qu'est-ce qui vous donne envie de le faire si c'est possible? Parce que déjà, j'adore, c'est le mot, pour moi, qui raconte ce que vous dites, c'est le côté hybride, parce que j'aime ce qui tend vers le film, en fait. J'aime l'idée d'un prologue, d'un générique. Je trouve que le générique en soi, après, il n'y a pas de règle. On ne démarre pas avec un générique ou peu. Enfin, ça. Mais même la notion d'interséquence, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de faire des variétés fiction avec France Télévisions à une époque, et j'avais glissé vers cette idée de quelque chose de scénarisé, mais c'était scénariser la variété, donc c'est-à-dire la filmer aussi un peu comme on fait un film, avec des axes, avec l'idée du montage. Donc du coup, ça glisse vers quelque chose qui est le film, et c'est ça vers lequel je tends en fait. Le prétexte fallacieux, c'est de se dire, voilà, faisons un film, et puis après, ce soit un plateau avec des variétés, une publicité pour une brosse à dents, vous dites, c'est quoi, j'adore l'idée de scénariser la chose aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Ouais. Oui, merci. Merci à vous. Alors, je vous propose qu'on envoie une vidéo suivante. Donc, on revoit la même salle pour la préparation des caméras. Cette fois-ci, il n'y a personne. Donc, vous pouvez revoir l'ampleur du dispositif. Donc, 18 caméras, François. Hein. Là, on était à peu près, oui, c'est ça, sur 18 caméras. Ouais. Très, très impressionnant. Il faut savoir que chacune des caméras, bien évidemment, enfin tout le monde le sait, mais c'est quand même à chaque fois une équipe derrière dédiée à la caméra. Donc ça vous ramène à minima 3-4 personnes techniciens, DIT, assistants, focus. Enfin voilà, c'est un énorme chantier. Une grosse machine. Une équipe de combien de personnes au total, tu te souviens? Sur le film, là, on était à plus de 150 sur le tournage. Mais ouais, réellement, on était à plus de 150. Mais parce qu'il y a de la machinerie, parce qu'il y a l'équipement caméra, il y a la régie, il y a tout ce qui va avec. Et c'est là où on est comme sur un film, finalement. Il faut nourrir les gens, il faut les amener, les transporter. Il y a tout ce qui est caméra, mais il y a le son. Et puis, il y a surtout cette idée que ce que nous, on est en équipe captation, en fait, on se glisse dans un énorme barnum du spectacle. Et en fait, on est des intrus. En fait, on arrive et on perturbe. Donc, il faut aussi, avec tout ce qui est production technique et artistique du spectacle, arriver à faire que les choses se passent bien. Donc, c'est aussi le travail du réalisateur que je suis dans ces cas-là.
et d'arriver à ce que cette équipe ne soit pas perçue comme voilà, des perturbateurs, et on l'est malgré tout, parce que je vous disais tout à l'heure, un promoteur, mais même l'artiste, les danseurs, il faut arriver à ce que tout ce beau monde cohabite d'une certaine manière, le temps du tournage. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote de tournage, alors là, de choix qui ont été faits, qui n'étaient pas les bons, de galères ou de bonnes surprises? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Non, mais il faut être humble. Par exemple, sur le dernier, comme c'était un stade, on s'était dit avec l'artiste, mais forcément, même si c'est le mois de juin, juillet, il y a le rapport à la météo. Et donc là, on n'est pas malin, on fait en sorte que, et il faut que ça tourne. Et en fait, la pluie est arrivée et ça a été finalement l'inattendu magique. Donc on gère parce que déjà l'artiste est exceptionnel dans ces cas-là, elle gère. Et surtout, nous, on doit aussi être face à l'impondérable et on fait avec. Mais ce sont des événements qu'on ne peut pas écrire, là, pour le coup. On ne peut pas les prédécouper. Écoute, très très bien. Je vous propose de prendre la question suivante. Madame, au 3e rang. C'est par ici. Merci. Merci à toute l'équipe ici au Satis 2025. Ouais, merci à l'équipe aussi. Ouais. Merci, bonjour. Bonjour. Pour en revenir au découpage, il y a le travail des opérateurs, le travail de la script, mais avez-vous recours aussi à des outils informatiques de type Live Edit, par exemple, pour transmettre vos informations? Alors, Live Edit, alors outil, déjà c'est le cahier avec les notes, ça celui-là il ne changera pas. Mais Live Edit, oui, je connais en plus toute l'utilité, la performance, mais je n'ai pas eu recours en tout cas au Live Edit, malgré tout. C'est vrai qu'en tout cas, le Live Edit que moi je fais, c'est d'essayer de prévisualiser. Alors, sur le Stade de France, par exemple, en 2009, on avait des outils de 3D avec la mise en place de la focale sur la transversale du X-Fly. Donc on pouvait vraiment travailler avec l'AutoCAD, avec vraiment la mise en place et se donner une garantie que voilà, on pouvait anticiper quelque chose et miser sur le fait qu'on allait obtenir. Après, aujourd'hui, je vois très bien l'utilité du Live Edit et j'adorerais pouvoir le mettre en application en tout cas. Ça veut dire que les opérateurs appréhendent à l'avance, en amont, tous les plans que vous allez leur demander. Ils mémorisent en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une question. Dès le premier concert en 89, je faisais des fiches Bristol et on avait le problème du chargement, déchargement. On finit par l'oublier, mais on avait des bobines qui faisaient 10 minutes en 16 mm. Donc si vous avez 16 ou 15 ou peu importe 10 caméras qui sont lancées au même moment, déjà vous êtes foutu parce que vous avez un trou dans la continuité. Donc il fallait déjà anticiper ça. Ensuite, il n'y avait pas les intercoms comme on les a aujourd'hui. Et mine de rien, donc j'avais fait ce petit système, c'était mon passé d'assistant qui ressortait, c'est-à-dire d'avoir un petit Bristol par set, par chanson, qui leur donnait déjà une indication clé. Plan américain, plan serré, tu suis un tel, ou tu suis pas, ou tu l'oublies. Voilà, c'était se donner des mots-clés qu'on a quand on est en intercom ou en direct avec les cadreurs. Mais là, à l'époque, il fallait bien déjà anticiper. Donc c'est vrai qu'il y avait cette idée de vouloir essayer de faire une vraie emprise sur le spectacle vivant, de le cadrer le plus possible, d'être déjà en anticipation, c'est le plus important. Est-ce qu'on a une autre question sur la partie plutôt captation, préparation, messieurs, dames, ici au Satis? Oui, au 2e rang. Bonjour et merci pour ces échanges. Je voulais vous demander, en tant que jeune intermittent, quelles sont les boîtes de prestations que vous favorisez pour pouvoir embaucher les techniciens qui interviennent sur vos captations en direct? À quel poste vous êtes sinon pour Là, je commence en bas, donc des fois je suis assistant caméra et sinon je tire du câble aussi. Parce que là, après, en termes de... En fait, il n'y a pas de boîte vraiment spécialisée. Enfin, moi, par exemple, je suis indépendant. Donc, si vous voulez, je travaille avec des boîtes, que ce soit qui ont pignon sur rue, qui font beaucoup de captations pour la télévision. Donc, à ce moment-là, je pense qu'ici, sans les citer, il y en a pas mal qu'on connaît qui sont vraiment pour la télévision, France Télévisions, vraiment un peu spécialisés, c'est un peu leur ADN, quoi. Donc, de faire vraiment du spectacle... vivant, de la captation, des émissions de flux, de divertissement. Donc après, je sais pas, c'est plus
des liens qu'on peut donner, j'imagine, avec François de boîte, mais là, c'est aussi les opérateurs avec lesquels vous travaillez, j'imagine, qui vont aussi vous amener dans des productions ou dans des shows ou dans des chantiers à venir de tournage, je pense. Merci. Alors, je vais vous proposer à présent tu parlais de réalisation et tu parlais. Là, on est un peu à la jointure puisqu'il y a la captation. Et alors, ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, c'est finalement, on dirait une réalisation, pardonne-moi, télé, puisque tu as une notion de live, de direct. Or, tout est du faux direct. C'est ça, hein? Déjà, j'ai pas de religion, hein. Réalisation télé, c'est vraiment, je connais en plus plein de gens qui le font, je ne saurais pas. Je pratique un peu le direct, ça m'est arrivé d'en faire, et je trouve que c'est vraiment, voilà, il y a des gens qui font ça vraiment, c'est leur technique, c'est leur quotidien, et c'est une pratique qui amène beaucoup d'expérience, justement, je pense, au quotidien. Moi, je ne l'ai pas. Quand je m'y colle, on est tous là-dedans, avec l'idée c'est une sorte de stress génial de pouvoir gérer ce direct, mais moi, je pense que le rapport au tournage que j'ai, c'est parce que je sais que derrière, j'ai le montage, quoi. Voilà, c'est le plus important. Donc j'essaie d'avoir cette accroche de finalisation. Alors sur la vidéo qu'on va voir dans quelques instants, on la voit. Donc le multi-écran, les danseurs. Sur la tournée, on est à Lyon. Et là, tu vois en temps réel les plans de tes différentes caméras. En tout cas, là, dans le rapide aperçu, c'est vrai qu'on voit chacune des caméras, comme on le fait dans les directs ou pas, qui sont vraiment dédiées, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le live edit, c'est-à-dire que l'opérateur sait que sur telle séquence, telle chanson, tel titre, il va être affecté à tel intervenant, tel artiste, le choix d'aller chercher les pieds des danseurs pour l'une, le rythme en latéral, l'autre qui va... Et ça nécessite effectivement d'avoir un découpage. Les gens ne sont pas livrés à eux-mêmes, enfin dans l'absolu, hein. Donc là, sur ces moments précis, donc là on est en plein concert. Toi, tu es en relation intercom avec chacun des cadreurs. Chacun des cadreurs entend effectivement et a du coup les ordres qu'en général la script qui accompagne le réalisateur, hein, c'est indispensable et c'est une pièce, c'est un rouage très important dans le tournage, qu'il soit en direct ou pas. Plus que jamais, c'est vraiment le partenaire sur lequel vraiment les cadreurs aussi ont besoin d'avoir l'écoute des informations, des cues, des annonces. Et c'est toute la petite écriture que la script fait, ou le script avec le réalisateur en tout cas. Écoute, très impressionnant. Est-ce qu'on a une question sur cette partie réalisation en faux direct? Bon, je pense qu'on a été assez clair. Donc, si, on a une question. Allons-y. Bonjour. Vous dites que vous avez 18 caméras et 150 personnes. Est-ce que c'est de votre fait la proposition du tournage au général ou est-ce que c'est la chanteuse qui va vous proposer ou est-ce que vous proposez, elle dispose? Parce que ça fait beaucoup de monde et budgétairement, finalement, comment ça se passe? Parce que pour gérer tout ça, il y a beaucoup d'argent. Je confirme, mais en fait, tout ça se met en place comme tous les projets. Il n'y a pas l'idée qu'on arrive et qu'on est garanti. Il y a des difficultés financières, des difficultés dans la préparation, dans la gestion du budget, dans ce que ça va coûter. Après, quand on démarre la captation, on a un peu une articulation qui va évoluer d'un film à l'autre. C'est pour ça que je disais à François, on remet tout à zéro à chaque fois. Donc là, ce film-là, par exemple, au Stadium à Lyon, c'est en province, c'est des gens qu'on va faire venir. Le stade, vous le repérez plutôt 10 fois qu'une avant même de venir voir le spectacle, parce que c'est déjà appréhender la mâchoire dans laquelle vous allez devoir vous inscrire. Vous avez des plans, vous faites des pré-repérages, vous voyez à peu près le nombre de caméras dont vous allez avoir besoin. Tout ça, c'est un peu ce que vous donnez déjà à manger à un directeur de production. Et ensuite, comment vous rentrez dans une logique de prise de vue, quels outils vous allez utiliser. Donc c'est vrai que
c'est quelque chose qui naît progressivement, mais il n'y a pas l'idée d'une carte blanche, même si on a fait des choses dans le temps et qu'on a collaboré fidèlement, et c'est tout à l'honneur de cet artiste qui me fait confiance. Mais c'est vrai que du coup, on a cette possibilité, en tout cas avec elle, mais avec d'autres aussi, hein, parce que je ne travaille pas qu'avec Mylène, mais on a aussi des artistes qui investissent voilà, un format ou même l'hybridité dont on parlait tout à l'heure. Il m'est arrivé avec certains artistes en télévision aussi d'avoir une sorte de possibilité de sortir un peu des lignes. Donc la post-production, c'est vraiment aussi un aspect sur lequel je me bagarre un peu des fois avec des productions, parce que vous avez des temps de production et des temps de tournage et des temps de montage. Mais là, par exemple, sur l'émission que j'avais faite avec France Gall, on était rentré à 5 monteurs avec 3 semaines quasiment de finalisation. On sort des clous, quoi. Mais en fait, c'est ce que vous racontez au départ, comment vous le pitchez, comment vous incarnez aussi votre projet, quoi. Donc je dirais que tout est informel au départ et il faut le faire naître avec votre relation, quoi, avec l'artiste. C'est souvent l'artiste, il ne faut pas grand monde, hein, à mon avis, pour que les choses se fassent. Si vous cristallisez une idée avec l'artiste et un producteur, c'est énorme déjà, parce que vous avez vraiment la possibilité de concrétiser votre rêve. Et alors, justement, pour qu'on comprenne cette cristallisation, moi j'appellerais ça un go en domaine de projet, absolument. Pardonne-moi, ça intervient quand? Avant le premier des concerts? C'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an? Parce que tu nous parles de ce gros travail de préparation, de repérage, d'écriture finalement. Sur cette dernière tournée, c'est intervenu quand? Alors, il se trouve que sur la dernière tournée, j'ai participé totalement aussi aux côtés de Mylène à la mise en scène. Donc c'était finalement un accompagnement, je dirais, idéal pour ensuite prévisualiser et sentir les choses au fil de la création du spectacle. Donc ça a été quelque chose d'idéal, même si c'est beaucoup de facteurs à gérer après, de technique, c'est un autre métier, je dirais. Mais pour le film, c'est vrai que le go, là, je l'avais dès le départ, quoi. Mais j'aime bien l'avoir le plus tôt possible, c'est ce que j'essaie de dire. Mais même si vous l'avez 3-4 jours, une semaine avant, c'est aussi la manière dont vous pouvez après vous entretenir avec l'artiste et de ne pas arriver en tout cas dans une vision frontale, dans une salle. Moi j'aime bien que les gens, on les incarne à l'image et qu'on les suive et qu'on les sente et qu'on soit à côté d'eux. Et par exemple, vous voyez, on a vu quelques images de Johnny. Johnny, en fait, ce que j'aimais bien, c'était m'approcher de lui et on n'était pas dans une représentation comme ça un peu anonyme. C'était pas une émission de télé, donc j'aimais bien l'idée de l'entretenir et de considérer comme un comédien. Voilà. Déjà, ça change la proximité et la façon de le filmer, je trouve. Bon, écoute, très bien. Donc, façon de filmer, on a une dernière vidéo à Lyon et on voit des images du tournage des fameuses caméras et du drone en bas à droite, hein, c'est bien ça, François? Absolument. Il faut savoir qu'un drone, et ça tout le monde le sait, on ne l'amène pas là où on veut. On a un couloir de circulation très, très strict à respecter, donc c'est vraiment 2-3 angles et une latitude restreinte. En tout cas, merci de nous avoir ramené ces images de coulisses. Ça éclaire toujours énormément. Très impressionnant. Donc la tournée Nevermore de Mylène Farmer, tournée en ces images 2024? C'est juin 2023. Non, c'était 2023. 2023, oui. Ouais, ouais. Donc, on a parlé captation, on a parlé tournage, on a parlé préparation. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la suite. Donc, tu te retrouves avec ces 18 sources par concert, plus le reste, tu nous parlais de GoPro, etc. Qu'est-ce qui se passe? On a 120 heures de rush, je crois, de mémoire sur Nevermore. Donc après, vous passez au bistouri, tout ça. Donc c'est vraiment le montage et c'est du ciselage plan à plan, quoi.
Donc ça, c'est la phase que j'adore. Et avec des personnes qui sont une équipe de choc qui m'accompagne, avec des gens qui arrivent, des nouvelles têtes. Mais c'est vrai que c'est un socle important, le montage. En général, j'aime bien créer une team de plusieurs monteurs. Comme ça, on se répartit un peu les tableaux. Et en général, c'est un montage comme un film qui se déroule sur plusieurs semaines, voire 2-3 mois, quand on peut avoir vraiment l'idée de la projection en salle, comme ça a été le cas sur les 3 derniers films, puisque Pathé Live nous avait offert la salle. Donc c'est vrai que c'est un atout supplémentaire de se dire que les films sont diffusés. Donc faire un film en scope, sachant qu'il sera en plus vraiment vu dans une salle, dans des conditions Dolby Vision, Dolby Atmos, comme ça a été le cas sur les 2 derniers, ça reste quand même un cadeau pour nous, les réalisateurs, dans ces cas-là, et toute l'équipe qui participe, parce qu'il y a aussi un directeur photo qui œuvre aussi énormément à mes côtés, toutes les équipes de post-production, et c'est un accompagnement, on n'est pas malin, hein, on est vraiment accompagné comme il le faut, parce que c'est très très lourd aussi dans le process de finalisation, les encodages, les DCP à réaliser, l'étalonnage HDR aussi, qui préfigure après le Dolby Vision, les mixages. Donc voilà, ça reste des phases. Pour ça que le tournage en soi, sur les 2 ou 3 jours, c'est vraiment une opération commando. Mais la préparation et la post-production, je dirais que c'est ça qui fait que c'est le film vraiment qui gouverne dans le temps et c'est des mois de travail, quoi. Alors, une anecdote, en parlant avec quelqu'un qui travaillait, pour ne pas les citer, pour Micros Images, avec lequel tu as travaillé pendant pas mal d'années. Tu me disais, quand on préparait cette conférence, tu me parlais de l'échelle de ces moyens de post-production, c'est incroyable. Donc tu me parlais d'un étage entier du bâtiment. Oui, parce qu'à un moment donné, on avait effectivement, c'était je crois sur Timeless, on avait réussi à avoir 5-6 salles de montage. Et parce qu'en fait, on avait aussi tout ce qui était backstage, bonus, montage de tous les titres du film. Il y avait aussi une perspective d'une date de sortie. Donc c'est aussi, on rentre quand même dans les clous. On n'est pas là en train de faire le film dans son coin, hein. Ça reste une économie aussi qu'il faut gérer, des temps de montage qui sont donnés à chacun, mais qu'il faut suivre aussi. Donc voilà. Mais l'étalonnage, par exemple, sur les 2 derniers films, a été conséquent. Il y avait 4000 plans quasiment sur les 2 derniers. Donc ça vous donne 3 semaines d'étalonnage au bas mot avec 2 postes d'étalonnage. Donc si vous voulez, voilà, c'est l'étage entier à une époque, oui, parce que c'était à Micros, on avait cet étage dédié à notre film. Donc c'était une superbe occasion en tout cas. On m'a même dit qu'ils avaient rajouté des baies de stockage pour te permettre de travailler. Oui, vraisemblablement, oui. Bien, on va reparler du mastering tout à l'heure, parce que ce qui fait aussi la différence, tu l'as dit, pour te paraphraser honteusement, c'est que finalement vous produisez un film, même si c'est un film de concert, c'est un vrai film qui est diffusé en salle, etc. Donc il y a toutes les contraintes, entre guillemets, du mastering. Mais je voudrais voir si on a des questions dans la salle sur cette partie-là, post-production, etc. Une main levée au 4e rang, 5e rang. Bonjour. Bonjour. Pardon. Je me demandais pour la post-production, comment vous faites pour garder votre intention de réalisateur? Est-ce que en direct, vous sortez un programme qui ensuite va être reficelé et remonté par les monteurs, ou est-ce qu'ils ont une fiche Bristol pareil quand vous leur donnez les rushs? Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a plein de solutions, plein d'écoles, mais le programme dont vous parlez, le PGM, moi par exemple sur les derniers films avec Mylène, je n'ai jamais réalisé de PGM en fait, parce que moi j'adore vraiment au moment du tournage, dans les conditions du direct, j'ai vraiment besoin du rapport à chacun. Donc une intention, une petite glisser le petit mot qu'il faut, ou alors au chorus de tous les cadreurs. C'est vraiment quelque chose que j'adore, ça. Donc le PGM, ce serait presque utile comme ça pour rassurer je ne sais pas qui, mais moi j'ai pas besoin, et je pense que c'est pas en plus le départ de l'intention de montage en fait, puisqu'il y aura une multiplicité d'axes, et la richesse de tous ces axes à venir sur le PGM, elle est, voilà. On peut avoir par contre une base comme ça, parce que au sortir du premier soir de tournage et le lendemain du deuxième, qui va parachever, on va dire, l'essentiel du tournage,
C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir l'assurance qu'on est quand même, qu'on n'a pas de catastrophe, quoi, qu'on n'a pas un oubli ou voilà, un manque cruel sur tel événement. Donc je ne dis pas que le PGM n'est pas utile, mais moi je ne le réalise pas. Et pour revenir au début de la question, les monteurs, eux, n'ont pas de PGM. En tout cas, ils n'ont pas une base, ils n'ont pas. Après, c'est le travail avec chacun, et c'est vraiment l'écriture aussi de. Vous savez, on travaille avec des gens qui ont aussi leur talent vraiment, et au montage, Dieu sait que c'est vraiment une écriture. Et je connais un peu les gens avec qui je travaille, donc c'est vrai, on les suit aussi dans un ours, dans une évolution qui prend du temps, et c'est la chance qu'on a sur ces films-là, en l'occurrence, c'est de pouvoir faire naître quelque chose avec un temps qui est dans une économie qu'on n'a pas forcément tous, donc voilà, j'en suis conscient. Plusieurs mois de montage, hein, c'est ce que tu nous disais, François. Pratiquement parlant, quand tu as plusieurs salles de montage en parallèle, chaque monteur a une ou plusieurs chansons à réaliser, comment ça se passe ? Il faut un fauteuil à roulettes pour passer d'une salle à l'autre. Non, l'idée c'est que oui, on répartit. Ils se répartissent parce qu'ils ont aussi leur appétit. Donc vous avez la fameuse première réunion qui donne à penser que vous allez leur dire ça, tu vas prendre un tel. Non, ils voient la setlist, ils ont vu le spectacle et souvent en général ils s'affranchissent, ils disent moi j'ai vraiment envie de monter tel titre, tel titre, tel titre. Et puis après c'est à la courte paille, hein, mais c'est bon enfant, hein, ça reste très sympathique. Hein, et comment garder, alors j'imagine c'est ton métier, mais bon, moi ce qui me paraît dingue, c'est que tu puisses avoir hypothétiquement 5 salles de montage en parallèle, donc des personnes qui ont leur sensibilité. Il y a un François Hans. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer que tu gardes cette intention créative, ce look and feel ? Comment est-ce que tu... Alors, c'est aussi parce que vous avez des apports quand même vraiment des monteurs. On n'est pas là avec une directive qui est froide comme ça et qui donnerait à penser que. Il y a aussi des écritures, il y a des gens qui ont vraiment leur touche. Moi, je mise aussi énormément parce que les gens avec qui je travaille sont aussi des gens qui ont quand même comme un opérateur, comme un assistant. Donc le truc, c'est qu'on fait aussi beaucoup. Je compte sur la team, c'est-à-dire que j'aime bien qu'on s'accompagne, qu'on partage. On fait énormément de visionnage avant même de faire le visionnage auprès de l'artiste. Donc ça donne à voir aussi la chose en train de naître et avec le côté work in progress inéluctable qu'on a dans tous les films. Donc c'est aussi ce truc humain, ce truc qui fait que chacun aussi peut donner à voir et à réagir. Et on est là-dedans, on est dans le partage aussi, dans les réactions. Et c'est vraiment ça qui est exceptionnel, c'est de pouvoir se donner l'espace de quelques semaines un sentiment comme ça de faire naître le film, quoi. Et on a des projections, on le regarde sur grand écran, on en rediscute. Les choses se font pas du jour au lendemain et c'est difficile parfois. Parfois on a des très bonnes surprises. Parfois ça va très très vite là où on pensait que ça allait prendre 8 jours. Donc voilà. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes ensemble, François. On va parler du mastering, mais juste avant, est-ce qu'il y a une question dans le public ? Oui, je voulais savoir au niveau de l'IA aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Vous appréhendez comment ? Vous l'utilisez ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors moi, je ne l'utilise pas en tant que réalisateur. Pour l'instant, je n'ai pas eu à travailler avec. Mais je vois toutes les craintes et en même temps tous les avantages exprimés par les uns et les autres. On a beaucoup d'échanges aujourd'hui dans le métier là-dessus. Mais moi, jusqu'à présent, en tout cas, je ne l'ai pas utilisé pour être tout à fait transparent, ni en préparation, ni même dans la post-production. Voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être encore un peu tôt ? Parce qu'on en parle un peu de l'IA ici, mais techniquement, on survole tout ça. Mais j'étais un peu venu pour ça, pour un peu avoir des références. Et on a l'impression que oui, ça existe, mais techniquement, qui fait quoi ? Qui peut vous apporter quoi ? Est-ce que par exemple, vous avez été approché par des gens qui vous proposent le support de l'IA aujourd'hui ou est-ce que c'est encore flou ? Moi, j'ai pas eu ce type de contact, mais après, je pense que vous avez beaucoup dans la post-production. Peut-être François pourra répondre, puisque c'est le modérateur Satis. Moi, personnellement, non, j'ai pas eu en tout cas ce type d'échange. Alors, je vous encourage toutes et tous à regarder une conférence que j'ai eu le plaisir de modérer hier sur je vais pas y arriver,
le motion design. Et donc, on avait 3 talents avec vraiment des visions un petit peu différentes. Et leur approche de l'IA était très intéressante. Donc, à regarder en replay, à partir de janvier, ça paraît toujours tous les replays, à part celui-ci qui est en direct, merci encore de nous suivre, et seront dispo à partir de janvier. Je propose qu'on passe au mastering. Donc, vous avez fini le montage, vous avez fait l'étalonnage. Alors, tu disais, François, que vous faisiez un étalonnage, on va dire, maître, en HDR. OK, donc une palette de couleurs et une dynamique beaucoup plus large. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Alors, on passe. Alors là, je parle vraiment des 2 derniers films sur lesquels vraiment on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Dolby. Dolby donc est venu vraiment nous accompagner pour aller justement labelliser le film dans son étalonnage Dolby Vision et Dolby Atmos pour le son donc. Et on a eu cette chance d'aller à Londres pour l'étalonnage donc sur l'avant-dernier film. Et aujourd'hui, vous avez une société à Paris qui prend le relais donc pour le Dolby Vision. Mais c'est en fait, si vous voulez, comme il y a le DCP donc à livrer pour la salle, c'est vrai que du coup, on a la vidéo, hein, pour rappeler ça comme ça, les supports vidéo, et puis le PAD pour les éventuelles plateformes ou télé, les chaînes. Donc, de toute façon, on a une série d'étalonnages à programmer, avec en priorité le HDR qui gouverne un peu aujourd'hui pour qu'ensuite on ait notre étalonnage SD et les différentes déclinaisons selon les supports, quoi. Voilà. Donc, tu as fait l'étalonnage maître en HDR et ensuite le SDR, vous avez travaillé plan par plan avec ces milliers de plans ou c'était plus un dispositif semi-automatique? Surtout pas, non, c'est plan à plan. C'est vraiment... non, là, il n'y a pas de lissage automatique et l'IA n'est pas encore rentrée dans, dans l'idée de faire ça. Mais non, c'est vraiment l'œil qui gouverne avec les étalonneurs avec lesquels on travaille et qui ont vraiment leur talent aussi parce que c'est vraiment indispensable. Et l'artiste suit ça de près aussi parce qu'on a quand même des gens qui sont très impliqués aujourd'hui et qui aiment bien voir l'achèvement du film, quoi, dans le suivi, dans la technique et l'esthétique, parce que c'est quand même ça aussi. C'est vous rentrez dans le champ de l'émotion et de l'esthétique. Donc vous êtes là aussi comme un garant aussi de tout ça. Donc, mais l'étalonnage que je suis précisément, c'est vraiment quelque chose qui démarre un peu dans cette logique-là, quoi. Le HDR et ensuite avec les différentes déclinaisons, quoi. Et puis vous allez aussi en salle vérifier les DCP. Il y a tout ce système aujourd'hui de validation parce que vous n'avez pas un PAD qui sort et qui fait que toutes les exploitations sont réglées, quoi. Donc quand tu parles de toutes les exploitations, donc il y avait la salle, il y avait également la VOD, on va dire. Absolument, enfin tout ce qui est lié à la chaîne, quoi, la vidéo. Il a été diffusé également en télé. Absolument, oui, tout à fait. On a eu la salle qui a été effectivement une chance. C'était la 3e fois qu'on collabore avec eux. Et on a eu, je ne sais plus combien de salles, mais c'était considérable, quoi. Avec, je crois, plus de 500 cinémas, enfin 500 DCP qui étaient vraiment programmés un peu dans le monde entier, parce que finalement, on avait même des pays qui avaient récupéré une exploitation, donc événementielle. Bon, très bien. Si tu avais un conseil à donner ou quelque chose à retenir pour cette partie-là, c'est-à-dire j'ai fait mon produit fini, je l'ai étalonné en HDR et puis toute cette suite, un conseil à donner, quelque chose sur lequel tu as eu une mauvaise surprise ou au contraire une bonne surprise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Sur le mastering? Oui. Ah non, c'est une chance d'avoir des gens comme Dolby qui sont en plus vraiment pour le coup des partenaires quali, exigeants, humainement au top et qui voient aussi l'unicité du projet qui est en train de naître, c'est-à-dire qu'un spectacle filmé avec cette idée que voilà, il y a le rendu immersif dans la salle. C'était bingo pour Dolby et pour nous. Donc non, c'est vraiment retrouvé là. C'est pas juste un logo en bas à droite, hein. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vraiment le parachèvement de ce qu'on était en train de rêver avec le chef-op initialement, et voilà. On a le temps d'une dernière question avant de demander à François de conclure. Alors je vois 3 mains levées. Si on peut, on va arriver à faire 3 questions avant de rendre l'antenne, comme on dit.
Allez, on fait très très vite sur vos questions. On demandera à François de faire court. Bonjour. Bonjour. Une question particulière par rapport au métier de script. Votre collaboration avec la script, est-ce que par rapport au fait que vous ne fassiez pas de PGM, son rôle continue après l'événement ou comme dans le cadre d'un direct, son rôle s'arrête après, elle est avec vous en prépa et pendant le tournage, ou est-ce qu'elle prépare une sorte de rapport aussi pour la post-production après ? Merci. Alors la préparation, c'est semblable à ce que vous disiez. En tout cas, sur le tournage, il est exemplaire dans l'accompagnement, l'écriture, le découpage, le relationnel avec la team de cadreurs notamment. Et sur le rendu, de toute façon, oui, on a quand même un script, un rapport de script qui de toute façon ensuite sert à la post-prod, malgré tout, avec tout ce qui est lié à l'image, le laboratoire, la gestion des rushs, voilà. Mais après, la script n'a pas d'interaction avec le process du montage pour nous. Très très vite, la deuxième question. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'interrogeais sur les choix artistiques, le lien qu'il y a en fait entre votre sensibilité, comment articuler dans vos choix votre sensibilité, ce que vous voyez du spectacle, ce que les spectateurs peuvent voir du spectacle, ce que l'artiste donne en fait pour son spectacle. Parce que je trouve que c'est pas évident en fait de pas frustrer, c'est-à-dire de choisir un cadre alors que le spectateur lui va pouvoir regarder ce qu'il veut. Voilà, comment articuler ces choix-là? Vaste question. Désolée. C'est le donner à voir. Donc du coup, forcément, c'est mon point de vue, ma décision, mon envie, conjuguée par rapport à tout ce qu'on sait. C'est au carrefour de plein de possibilités. Mais effectivement, si je donne à voir à un moment un gros plan, alors que peut-être d'autres auraient imaginé, ou dans une chorégraphie, c'est le grand dilemme et c'est la mise en image. Voilà, c'est toute la décision. Mais c'est aussi pour ça qu'on est, entre guillemets, en confiance avec les gens que ce soit elle ou d'autres, mais peu importe. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on vous prend pour réaliser. Donc, c'est votre œil et c'est l'œil qui gouverne, en fait. Donc, après, vous avez toujours des frustrations. Un chorégraphe, il va estimer peut-être que, voilà, il aurait voulu voir les 12 danseurs, mais vous allez donner à voir, je dis n'importe quoi, le pied. Donc c'est sûr que tout d'un coup... Je reprécise un petit peu. On faut faire très court, oui, je suis désolé, on doit rendre. Vous essayez justement de mettre en valeur, d'être... d'accompagner ce qu'a voulu faire l'artiste, ou vraiment, effectivement, vous mettez votre sensibilité, vous faites un petit peu des deux. Moi, en tout cas, je pense beaucoup dans la perception, la sensibilité, l'émotion. Ça me guide énormément, moi, en fait. J'ai même l'esthétique d'un cadre ou d'une image, la valorisation aussi bien du contre-champ du public. Je dévalorise même pas. Je m'intéresse autant aux gens qui regardent, qui sentent, qui regardent, la bouche ouverte, les yeux, d'un public, c'est génial, quoi. C'est aussi important que le musicien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est l'orchestration de tout ça. Et c'est vrai que dans les choix de prise de vue, comme dans les choix de montage, voilà, j'essaie d'aller au bout de mon idée, de la sensibilité. Mais tous les réalisateurs, finalement, on fonctionne comme ça, je pense, en tout cas. Alors, François, je te coupe honteusement. On prendra la dernière question offline juste après. Merci de t'être joint à nous. Merci d'avoir fait de la place dans ton emploi du temps. Je sais pas si c'est le mot de la fin, avant qu'on te fasse un tonnerre d'applaudissements, en 15 secondes. Non, je ne sais pas si c'était clair ou voilà, je suis parce pas que sûr. c'est pas. Non, c'était exceptionnel. Non, mais l'idée, en tout cas, merci à toi et puis merci à vous tous parce que c'est toujours plaisant de partager, en tout cas. Un grand merci. 2 tonnerres d'applaudissements. Le premier pour François Hans, le deuxième pour vous qui vous êtes déplacés et ceux qui nous suivent en ligne. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Bon satis. Merci aux équipes techniques et aux organisateurs. À bientôt. Et merci à toi, François. Merci.